Je m'appelle Molly. Je suis née un 17 septembre. Je suis donc du signe de la Vierge. Mon groupe sanguin... C'est pas 10 septembre? C'est 10 septembre. Ma couleur préférée, c'est le bleu ciel. Je fais aussi beaucoup de natation. La matière dans laquelle j'excelle, les maths. Alors, ce que j'aime dans les séries nippones, c'est souvent le rythme. D'abord parce que c'est un rythme super péchu, donc voilà, il y a comme des espèces de challenge à garder le personnage, à être dedans. Paillettes d'argent! Agissez tout de suite! Je pense que ce sont des séries qui souffrent pas qu'on soit en mezzo voce, c'est-à-dire que vraiment il faut y aller. Il faut bon, alors après c'est le directeur de plateau qui voilà, qui cadre tout ça, mais ce que je trouve chouette, c'est que voilà, il y a un truc, un dessin, un rythme, et il faut remplir, habiter ce rythme et ces personnages qui ont souvent donc une pêche d'enfer. Tu es prête aux bassesses les plus immondes pour être la première du classement. C'est impardonnable. Je défends l'amour et l'intelligence. Ce qui m'a toujours fascinée par rapport aux autres séries plus européennes ou américaines, c'est ce mélange constant de références entre le religieux, le mystique, la culture. Ils ont une énorme culture, mais vraiment en plus mondiale, parce qu'ils mélangent beaucoup avec les religions européennes, occidentales on va dire, et orientales. Et je trouve ça assez fascinant parce que c'est vraiment, il y a tout le temps des références. Il y a plein de niveaux de lecture qu'on n'a pas forcément dans des dessins animés plus classiques. Parce qu'on peut très bien comprendre des choses de la philosophie, de la religion, de la politique, et c'est super intéressant, quoi. Moi ça me fait beaucoup penser à Shakespeare qui avait beaucoup de références, mais là c'est Shakespeare multiplié par plein de cultures différentes, quoi. Donc je trouve ça assez intéressant. Pouvoir de Vénus, transforme-moi. Tu laisses ouvert en fait après pouvoir de Vénus. Pouvoir de Vénus, Ah oui, ok. transforme-moi. Il n'y a vraiment pas de limite, il n'y a rien, il n'y a aucune connivence avec la réalité. Âme du feu! Agis tout de suite! C'est très très dynamique et il y a une part de rêve comme ça, d'images pratiquement surréalistes. Pour travailler et dans l'animation pure et dans le manga, qui est une discipline vraiment à part, il y a vraiment un travail très très spécifique au manga qui est hyper intéressant parce que ce sont des codes qui sont complètement différents des nôtres. Donc c'est énormément d'énergie, c'est beaucoup de ruptures. Faites demi-tour, rentrez chez vous. Le deuxième rôle, c'est le la tout dernier, surprise. voilà, c'est la surprise. Et effectivement, ça peut être déstabilisant si on fait un parallèle avec une anime normale, où on va être dans l'énergie, mais ça reste quand même assez naturel. Le manga, on est dans des codes japonais, avec une culture très japonaise, avec des choses très exagérées. Donc si on joue le manga comme on joue une anime, par exemple, française, on n'est pas du tout dedans, on est complètement à côté de l'image, parce que il y a des codes aussi visuels dans le manga, qui font que si on ne les joue pas, ça tombe complètement à plat et du coup ça n'a aucun intérêt. On n'est pas du tout dans l'humour, et le manga est très souvent hyper bourré de ruptures, d'exagération et d'humour, et l'humour passe à travers ces codes. Toi-même, si tu voyais ta tête, t'es ridicule. D'accord. Après, avec le directeur de plateau, effectivement, on voit vers quoi ça va, si c'est une voix de petit garçon, est-ce qu'elle est éraillée, l'âge, etc. Je pense que c'est vachement... c'est dans l'énergie et dans la respiration. Mais qu'est-ce que c'est? Un petit peu moins. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en même temps,
un personnage se présente pas pareil. C'est-à-dire que moi, en fait, si j'ai un personnage assez coincé ou un truc comme ça, tout de suite dans l'attitude, je vais peut-être avoir un truc un petit peu plus comme ça. Donc tout ça se passe effectivement au niveau des résonateurs. Et si c'est un petit garçon, je vais être plus comme ça. Donc physiquement aussi, le corps, moi je trouve, joue vachement. C'est parti! Prépare-toi, Mercurius, ça va chauffer! Quelquefois, c'est juste des questions d'articulation, d'avoir la bouche un peu plus comme ça, ou au contraire d'être un petit peu plus machin, de la prendre un tout petit peu plus dans le nez, etc. Donc voilà, on fait des essais, on voit ce qui colle, ce qu'on peut tenir aussi. Il ne faut pas que ce soit non plus trop truqué et tout. Mais voilà. Et je trouve que c'est marrant après d'avoir un point auquel on se réfère et qui va faire que la voix va sortir à peu près d'une façon constante, voilà, pour la suivre tout au long des épisodes. Concours blanc au carré, plus cours du soir au carré, plus racine carrée du stress multiplié par stratégie de nuisance au carré, multiplié par rival au carré, égale Mercurius, égale ennemi, égale je vais te vaincre. La voix sur un personnage, quand on arrive sur un nouveau personnage, ça peut être plusieurs choses en fait. Ça peut être effectivement se baser sur la voix originale. L'expression avoir la langue bien pendue, c'est tout moi. Mais pas que, parce que parfois le directeur artistique peut nous demander quelque chose plus jeune, plus frais, plus vieux, enfin ça dépend. Et ça dépend aussi avec le rapport avec les autres personnages. S'il y a une voix très aiguë à côté, il faut la varier, voilà. Donc c'est un mélange, ça peut être parfaitement collé au japonais, comme assez éloigné, mais en référence avec le personnage lui-même, ce qu'on veut en dire, l'âge qu'il a, l'expérience qu'il a et l'énergie. Moi je pense que ça part surtout d'une énergie. Tiens, prends ça, et encore ça, et attends, c'est pas fini, prends ça aussi. Tu en redemandes? Il faut que je sente comme s'il y avait une résistance quand tu tournes. Tu sais qu'on sente un effort. D'accord. Prends ça, et encore ça, et attends, c'est pas fini, prends ça aussi. Tu en redemandes? Mais en fait, à partir du moment où tu viens bosser et que tu es voilà, devant l'image et qu'on dit on va enregistrer, il y a une espèce de truc qui se met en état d'éveil et on boit. On va boire l'image, l'énergie, le souffle du personnage, on regarde ses yeux et c'est souvent le premier jet qui va être le plus juste. Après, le directeur de plateau, il est là pour rectifier un peu le tir, ajuster. Pouvoir de Mars, là faut retomber sur Mars, Ok. avec qu'on entende bien aussi les 2 points. Transforme-moi, bon ça passe. Mais c'est vraiment le pouvoir de Mars, pouvoir de Jupiter, Ouais. et le comme ça. Pouvoir Jupiter, transforme-moi. Voilà, mais bien envoyé, mais voilà, faut retomber sur le nom des planètes. Ok. Là, quand tu le dis, j'ai l'impression que... Je me pose la question. Ouais, là, ouais, c'est vrai s'adresse à qui là? Elle s'adresse à Super Sailor Moon en disant fais gaffe, ça va te tuer si ça. tu fais ça. T'es en danger en fait. T'es en danger, alors il faut que je le fasse plus. J'étais Là, entre j'ai les plus deux. entendu, hein, c'est bien fait, tu vas crever. Voilà. Mais j'étais entre les deux. Voilà, donc... Tu l'as entendu. C'est ça, j'arrive à le faire. Pourquoi faut poser la question? C'est parti. Super Sailor Moon, le cristal d'argent va te tuer. Alors ma méthode pour trouver la voix du personnage, en fait c'est jamais vraiment la même chose. Parfois ça peut être effectivement, on entend l'original, notamment en live, on entend l'original. Généralement on a été casté parce qu'il y a quelque chose dans notre personnalité qui correspond et dans notre voix aussi. Pouvoir du cristal de Jupiter, transforme-moi. Donc on va vraiment s'inspirer très concrètement de la voix qu'on entend dans l'original. En dessin animé c'est pareil, mais parfois en fonction effectivement du produit sur lequel on est, il va falloir trouver quelque chose. Par exemple, quand on fait un dessin animé où ce sont des personnages réels, donc à forme humaine, on va essayer de se rapprocher au plus de la voix originale. Mais il y a des dessins animés où par exemple c'est des animaux. Alors parfois on nous demande de trouver quelque chose de particulier et là on est complètement dans la création de voix. Avoir la voix des autres personnages, c'est un plus parce
qu'au moins, il faut que ça s'équilibre. On ne peut pas avoir un registre totalement décalé entre les personnages. Et c'est aussi soit d'être un petit peu différent, enfin voilà, c'est une façon de se différencier des autres, tout en étant en harmonie. Attendez un peu les filles, depuis quand vous êtes aussi petites, on dirait des enfants? Bah tu peux parler toi. Mais c'est vrai ça, vous faites toute la même taille que moi maintenant. On ne se rend pas forcément compte de l'impact que peut avoir une série sur les jeunes, surtout sur les fans et surtout chez les enfants parce qu'ils ne se rendent pas compte du travail. Et donc parfois on est face à des situations assez rigolotes. Moi je me souviens d'une petite fille qui m'avait entendue et qui ne m'a pas cru parce qu'elle ne reconnaissait pas ma voix. Et elle m'a dit mais non c'est pas toi, c'est pas toi t'es une grande fille. Et c'était drôle parce que elle s'était pas posé la question de savoir qui pouvait être derrière un personnage. Pour elle une petite fille c'était forcément une petite fille qui la doublait. Et je me demande même si elle savait ce qu'était le doublage en fait. Donc tout d'un coup elle découvrait peut-être même avec déception que derrière des personnages il y avait des vrais acteurs et des vrais humains. Moi, je l'ai aperçue avant-hier à côté de l'observatoire de l'Agence pour l'exploration spatiale. Je l'ai appelée, mais elle ne m'a pas entendue. Je me demande ce qu'elle fabriquait dans ce coin-là. Je partais travailler un matin et puis pour aller chercher le bus, je traverse un square. Et c'était à l'heure de l'école. Et à l'époque, je travaillais sur une série pour les petites filles. Et il y a deux petites filles qui passent avec leur petit cartable comme ça, qui arrivent à ma hauteur. Et il y en a une qui dit à l'autre oh, « Tu vas regarder ce soir, il y a les nouveaux épisodes de la série et tout. J'ai trop hâte de les voir et tout, c'est trop chouette, c'est trop chouette. » Et en fait, elle parlait de la série que je doublais moi. Et j'ai trouvé ce moment magique en fait, de passer à côté de ces gamines, d'entendre toute cette joie et cette hâte de voir le projet et qu'elles en parlent avant d'aller à l'école, et moi de passer dans un total anonymat à côté d'elles, et en me disant ben voilà, je vais aller prendre mon bus, elles ne sauront jamais que c'est moi qui suis passée à côté d'elles et que c'est moi qui fais la voix de leur héroïne en fait. Moi j'aime les personnages en rupture, j'aime les personnages qui y vont, j'aime les personnages dynamiques, quand il y a du texte et que ça déboule machin, etc. C'est ce qui caractérise l'anime japonaise. Alors c'est vrai que voilà, il y a des personnages que j'ai adoré faire. Il y a Nana bien sûr, qui était plus en douceur, etc. Il y a eu bien sûr Excel Saga qui était formidable. C'est la génération Goldorak, on est très nostalgique de toutes ces des Goldorak, des Lucille, des Olive et Tom. Ça part dans tous les sens, c'est très drôle, il y a beaucoup d'énergie et il y a quelque chose de très poétique avec musicalement parlant et on a le dessin, la musique, enfin il y a une espèce de... On est vraiment dans le domaine de l'art, je trouve. C'est une série donc de filles pour filles et qui plaît aussi aux garçons hein, parce que les filles sont plutôt très jolies dans les codes japonais, tout comme il faut et tout, très sexy. Il y a des transformations, c'est Sailor Moon. Moi qui ne suis pas forcément une addict de cette série parce que j'en regardais d'autres à l'époque, Sailor Moon pour moi c'est série de filles, transformation, parce que les transformations dans Sailor Moon sont vraiment exceptionnelles. En plus à l'époque je crois que c'était assez inédit en fait. On n'avait jamais vu ça quasiment. Quand j'étais toute petite, je regardais Candy, comme beaucoup de filles de ma génération. Et en fait, il y avait dans le dessin animé, il y avait un personnage qui s'appelait Terence Grantchester et c'était un acteur de théâtre. Il était beau comme un dieu, forcément, c'était un dessin, donc idéalisé. Et il jouait au théâtre et il avait une prestance et un charisme dingue. Et il m'a fascinée. Ah, oui, j'étais amoureuse de lui. Hein, alors bon, c'était un dessin, évidemment. À l'époque, j'aurais adoré être princesse Sarah. Aujourd'hui, ça me semble beaucoup plus cuculapraline et moins amusant que ça, mais elle me touchait particulièrement. Il y a Lucille, Embrasse-moi, avec son gros chat. Alors elle, j'étais absolument fan. Je me dis en ce moment, on est dans une mouvance où il y a toutes les séries des années 80 qui ressortent. Donc c'est toute mon enfance. Et je me dis, ah, il y en a une qui n'est pas encore sortie. Et je rêverais, mais vraiment je rêverais de faire un Tom Sawyer. Tom Sawyer pour moi c'est mon héros de mon enfance. Et je me dis, voilà, vu que je fais les petits garçons aussi, ça me ferait en tout cas passer des essais dessus, ça me ferait, ce serait énorme. Énorme.